Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'Air et dans cette vidéo, je vais parler de l'EOS R3. Moi, j'ai pas pu l'utiliser beaucoup, j'ai vraiment pu l'utiliser que voilà, une 5-10 minutes en tout pendant une séance d'entraînement de handball de ma nièce. Donc déjà un grand merci à elle et à son entraîneur et à tous ses coéquipiers de nous avoir accepté qu'on puisse venir faire des photos d'eux dans leur gymnase et c'était bien cool, ça nous a permis vraiment de tester à fond l'autofocus et le eye control de l'EOS R3. Et je dis de nous, c'est évidemment Damien, c'est Damien qui a eu le boîtier. Moi, j'ai eu la chance que Damien me le prête ponctuellement pendant cette séance-là. Donc un grand merci à lui évidemment aussi. Ça me permet de tester les nouvelles technologies en avance. Sans lui, je pourrais absolument pas très clairement, vu la taille de ma chaîne. Donc un énorme merci à Damien et évidemment allez voir son test qui lui va être un vrai test comme Damien sait faire, très poussé, avec tout ce que vous pouvez imaginer sur cette EOS R3. Je vous mets ça en fiche à eau, évidemment le lien aussi en description. Allez voir ça. Et juste moi je vais vous dire mon ressenti sur je sais pas, j'ai peut-être eu en tout et pour tout 10 minutes dans les mains. Par contre j'ai pu pas mal le voir avec Damien qui l'utilisait à côté de moi, etc. Moi je photographiais à côté avec l'EOS R6 pour faire la comparaison et donc je vais vous donner un peu toutes mes sensations, mon ressenti sur cette EOS R3. Donc je vous rappelle que moi j'avais un a priori plutôt très négatif. Pourquoi? Parce que comme dirait Julien Roy, hashtag passion parpaing, c'est un énorme boîtier, c'est un boîtier avec du coup le grip intégré. Moi c'est pas du tout mon trip, vous savez, le M1X chez Olympus ne m'intéresse pas pour ça, le Z9 je vous ai fait une news récemment, ne m'intéresse pas pour ça, et l'EOS R3 je vous avais fait une news il y a un mois, pareil je vous avais dit voilà, les parpaings c'est pas mon truc, je vous donne le lien pour vous dire que c'est précommandable chez Digiphoto et puis je vous en parlerai pas plus. Bon, j'ai eu l'occasion de l'avoir dans les mains et ça m'a fait pas mal changer d'avis sur beaucoup de choses, donc je vous en parle. Et donc la première chose justement c'est sur la taille. Donc sur la taille il n'y a pas photo comparativement à R6, en gros je schématise d'un très grossièrement, mais quand on les met côte à côte il y a à peu près pratiquement le double en hauteur. Donc c'est vraiment un parpaing à ce niveau-là, il n'y a pas à tortiller, c'est beaucoup trop gros pour moi et moi je pourrais pas utiliser ce genre de boîtier, je pourrais pas avoir ça dans mon sac photo, ça me ferait trop chier. Par contre là où j'étais très agréablement surpris, c'est au niveau du poids. Donc sur le EOS R6, tout équipé avec sa batterie et ses cartes mémoire, on est à 680 grammes. Sur l'EOS R3 avec sa batterie et ses cartes mémoire, on est sur 1015 grammes. Donc vous voyez qu'on n'est même pas sur le double, on est sur un poids plus conséquent évidemment, mais on n'est pas du tout sur le double, ce à quoi je m'attendais. Et ce qui est très étrange, c'est que donc son EOS R3 pardon, était équipé comme moi du 70-200 f2.8, le même objectif. Il avait en plus le pare-soleil et en main, je vous le dis, en main avec ce boîtier beaucoup plus gros, on a la sensation au final que le R6 est plus dense, pas forcément plus lourd, mais quand on les compare, quand on prend l'un en main puis l'autre en main, c'est plus facile de tenir entre guillemets le bras de levier, etc. et la sensation qu'on a en main par rapport à la taille du boîtier fait que j'étais très agréablement surpris et je me suis dit mais il est pas si lourd que ça en fait. Donc à ce niveau-là, clairement l'EOS R3 n'est pas si lourd que ça comparativement à son volume, d'accord. L'autre chose, je vous ai dit quand même, je vous fais la parenthèse, la batterie de l'EOS R3 du coup est la batterie du 1DX, d'accord, c'est pas du tout la batterie qu'on a sur l'EOS R6 ou l'EOS R5. Donc si vous avez que de l'hybride de chez Canon et que vous comptiez pouvoir utiliser ces batteries dans l'EOS R3, mise au point et voit ma tête, voilà, c'est pas le cas, d'accord. Donc clairement c'est une grosse batterie, du coup apparemment l'autonomie est très correcte de ce que m'a dit Damien, bien meilleur que sur un EOS R6. J'ai pas testé ça, donc allez voir sa vidéo, mais voilà, pour vous dire c'est pas les mêmes batteries. Je pense qu'une des raisons pourquoi il paraît pas si lourd, pas si encombrant dans les mains, c'est son grip. Son grip est exceptionnel. Déjà ils ont retravaillé la forme de la poignée. La forme de la poignée est encore plus creusée, on a le doigt ici, on a le majeur qui passe plus, on a plus d'épaisseur ici au niveau du majeur. On a le bouton de déclenchement, on a le décrochement pour le bouton du déclenchement qui est un peu plus incurvé, qui est un peu plus, vous savez, du coup creusé et incurvé, et on a vraiment l'index qui vient s'asseoir, se poser dedans, c'est hyper agréable. Et en plus de tout ça, le matériau utilisé, c'est plus cette espèce de matériau qu'on connaît bien des appareils photo entre guillemets classiques, c'est un espèce de pseudo caoutchouc, en tout cas c'est plus agrippant en main, c'est plus antidérapant que ce que j'ai là. C'est un espèce de caoutchouc en nid d'abeille qui est alors déjà ultra joli, moi vous savez l'esthétique je m'en fous un peu, mais c'est vrai qu'il est très beau, mais surtout qui est ultra confortable. Vraiment la prise en main de ce truc là, quand on l'a dans les mains, c'est agréable en main, ça tient mieux dans les mains, et ce revêtement là d'espèce de nid d'abeille, moi c'est la première fois que je le vois, j'ai jamais vu ça ailleurs, donc un grand bravo à Canon. Et par contre petit bémol à mon avis, mais je n'ai pas d'assez grande main pour l'affirmer, et Damien n'avait pas de problème non plus, mais je pense qu'il faudrait quelqu'un avec de très grandes mains pour voir ça. Vous savez, du coup on a en fait la poignée qui descend et avec l'autre poignée en bas. Et cette poignée qui descend, du coup, évidemment, elle va avoir un rebord avant de passer à l'autre poignée d'en bas pour qu'on ait vraiment les deux poignées distinctes.
Et ce rebord, moi, quand je mettais ma main, c'est un peu comme ici, c'est-à-dire que vous voyez, j'étais un peu ici en butée contre le petit rebord, le petit créneau, pour ne pas aller sur l'autre poignet. Et je me dis que des gens avec des très grandes mains, autant là-dessus, bah, potentiellement le petit doigt passe en dessous, comme moi c'était par exemple le cas sur la 7S3 ou la 7R3, sur la 7III ou la 7R3. Là, ici, avec une poignée qui du coup a un gros rebord de l'autre côté qui vient faire le grip vertical, bah vous pouvez pas. Clairement, si vous avez une très grande main et que vous savez pas où mettre votre petit doigt, à mon avis, c'est compliqué. Et ça, je sais pas. Du coup, hein, si quelqu'un qui a des très grandes mains en commentaire a pu le tester, dites-moi si oui ou non c'est un problème. Moi, j'ai vu que ça pouvait potentiellement être un problème. Avec mes mains de taille M, aucun souci. Et le grip est hyper quali et hyper confortable. Vraiment, niveau ergonomie, rien à dire. C'est génial. J'en profite pour vous parler de la poignée du bas. La poignée du bas, pareil, est très ergonomique. On a le bouton en haut. Enfin, voilà, il n'y a aucun souci. Très clairement, c'est pas pour moi. Je suis absolument pas habitué. Ça me fait très bizarre de tenir un boîtier comme ça, par sa poignée là, du coup, et d'avoir le VF très descendu. J'ai essayé vite fait. Bon, en plus, j'avais mal au cou, donc j'avais beaucoup de mal à le tenir vertical comme ça. Mais dans tous les cas, c'est pas pour moi. Clairement, je suis pas habitué à ce format-là, à cette ergonomie-là. Ça ne me plaît pas du tout. Après, c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'on a tous les boutons importants qui sont doublés. Donc, tout ce que vous avez ici en format paysage, vous l'avez également sur votre poignée verticale en format portrait. Donc, vous avez en particulier le joystick. Vous avez l'autre joystick parce qu'on a un joystick en fait infrarouge, je crois, sur le bouton iPhone. Ici, le bouton iPhone, au lieu d'avoir un simple bouton, vous avez un espèce de truc avec un petit capteur devant et qui pour le coup marche très bien. Vous savez, je me suis toujours foutu de la gueule de l'espèce de barre tactile de l'EOS R. Là, c'est pas une barre, c'est un vrai bouton rond sur lequel on vient passer le doigt comme sur un joystick. Je l'ai testé vite fait, ça marche ultra bien. Et il est encore meilleur que le joystick physique. Le joystick physique, c'est exactement le même que l'EOS R6, de ce que j'ai vu. Et le joystick infrarouge marche excessivement bien. C'est-à-dire que je pense que moi, si je l'avais, j'utiliserais l'infrarouge. Du coup, on n'a pas le petit truc qui sort et qui peut faire un peu mal au doigt à la longue. C'est directement un truc rond, arrondi, à plat, très agréable et qui est encore plus rapide et aussi précis que le joystick physique. Donc j'ai été complètement convaincu par ça. Un truc aussi que je peux vous dire sur les boutons, c'est que on a les boutons, du coup on a que les boutons de gauche. C'est très bizarre. Quand on l'a en mode paysage, ça par contre c'est des boutons qui sont pas doublés. On a du coup les boutons menu rate comme on a ici. On a en dessous un peu par là un bouton play, du coup le bouton pour avoir la galerie, le bouton supre aussi je crois, et un autre dernier bouton, je sais plus pourquoi. Donc on a 5 boutons en fait à gauche qui sont rétroéclairés, qu'on peut rétroéclairer, donc ça c'est très cool. Et par contre ce qui me paraît complètement aberrant, c'est qu'il y a que ces boutons là qui sont rétroéclairés, et par exemple tous les trucs comme le Q menu, comme le hockey, comme voilà les trucs un peu utiles quand même, bah c'est pas rétroéclairé. Donc ça c'est un peu les limitations à la Canon qu'on connaît. C'est pas gravissime, mais voilà, c'est toujours des trucs qui moi m'interrogent un peu. Donc on a ce rétroéclairage mais que partiel. Voilà. Sinon oui, je vous disais, donc tous les boutons sont répétés, etc. Et du coup en particulier on a les boutons de devant. Si vous voyez je vous affiche du coup les photos sur les boutons de devant. Du coup on a deux, contrairement à par exemple ici à l'R6 on n'a aucun bouton de raccourci. Sur ici ce et au CR3 on en a 4, mais en fait on en a, c'est juste des répétitions. C'est 2 boutons de raccourci qu'on va avoir en mode paysage et 2 boutons de raccourci qu'on va avoir en mode portrait. Vous pouvez pas utiliser les 2 autres quand vous êtes en paysage, d'accord? Donc voilà, donc ça c'est juste à savoir, c'est que on a les boutons doublés mais qui du coup servent que dans un mode portrait ou dans le mode paysage. Quoi de plus? Ah oui, un truc qui m'a choqué, je trouve ça vraiment abusé pour un boîtier comme ça et pour un boîtier avec une telle taille, c'est que ce truc-là, bon, à tous les ports habituels qu'on peut espérer, il est rechargeable en USB-C, on a évidemment prise micro, prise casque, etc. Par contre, la prise HDMI est une micro HDMI, c'est pas une full HDMI, donc ce qui me paraît complètement aberrant sur un boîtier qui peut faire autant de choses en 4K, il fait de la 4K 120, il fait de la 6K, voilà, donc ça me paraît, et en plus sans surchauffe, manifestement Damien des tests qu'il a fait, il m'a dit que ça marchait super bien, et donc on n'a qu'une prise micro HDMI, ce qui me paraît complètement aberrant quand par exemple Sony enfin a mis une prise full HDMI dans son A7 IV, ou dans son A1 aussi, de mémoire, la 1 il a une prise full HDMI, dans un boîtier beaucoup plus bas, là non, là on a un boîtier à peu près 2 fois plus haut et on a une prise micro HDMI, ça me dépasse un peu, je trouve ça complètement dommage. Et par contre on a une prise RJ45, donc qui moi m'intéresse pas du tout, mais évidemment pour les reporters, ceux qui veulent décharger rapidement leurs photos, en particulier les photos de sport au bord des terrains, des stades, etc. Évidemment ça c'est excellent, c'est très bien et du coup il n'y a pas de souci. Mais le coup de pas de prise full HDMI, franchement moi ça me dépasse un peu. Au niveau toujours de ce qu'on constate quand on prend le boîtier en main, quand on le compare, quand on regarde par derrière et qu'on compare avec le EOS R6, le VF de l'extérieur
l'extérieur, l'encombrement de l'EVF, la taille de l'EVF est grosso modo 2 fois plus grande. C'est très impressionnant. Le machin, il doit arriver peut-être pas 2 fois, mais pratiquement. Le machin, il doit arriver à peu près ici, d'accord, en hauteur, et pareil, il doit être à peu près ici en largeur, donc beaucoup plus gros. Donc on se dit waouh, super gros EVF, ça va être avec un dégagement oculaire de fou, etc. Quand on met les yeux, quand on met l'œil dans cet EVF, en fait, c'est celui de l'EOS R6. Hein, moi, j'ai vraiment pas vu de différence. Hein, c'est pour moi exactement pareil en taille, etc. Et en fait, pourquoi il est aussi gros, c'est que sur tous les bords, on a beaucoup de marge de bords, hein, de bords noirs. Hein, si on comparait un smartphone, on aurait des grosses bordures partout. Et pourquoi ces bordures, hein, il y a un intérêt ici, c'est que c'est ces bordures qui vont avoir tous les capteurs pour détecter votre œil. Donc Damien me disait, il a pu parler avec un responsable produit, un mec technique hein, de Canon, et qui lui expliquait qu'en fait dedans il y avait 8 capteurs en tout. Il y avait 4 capteurs pour les porteurs de lunettes et 4 capteurs pour les pas porteurs de lunettes. Donc c'est très impressionnant tout ce qu'ils ont mis là-dedans au niveau technologie. Et donc ce truc-là va être fait pour, vous savez, hein, le fameux, on y arrive, hein, c'est le point important de cette vidéo, sur le fameux autofocus eye control. Donc le contrôle avec les yeux du point de focus, où est-ce qu'on va le placer directement à l'œil. Donc ce machin, comment ça marche? Ce machin, ça va être du coup, d'abord il va falloir l'étalonner. Donc pour l'étalonner, en fait, on a dans le menu, on a un truc où on fait l'étalonnage et en fait il faut fixer, on a un point rouge qui apparaît dans, alors c'est assez court hein, l'étalonnage. En fait il y a un point au centre. Donc il nous dit de bien centrer notre œil. Ça c'est Damien m'a expliqué que voilà, il fallait un peu faire gaffe et que fallait un peu s'habituer du coup à vraiment bien centrer son œil. On centre notre œil, on fixe du coup le point orange qui est au milieu en appuyant longtemps, en maintenant appuyé le petit bouton FN mania, le petit bouton là, hop, ce petit bouton là, qui est exactement le même hein, sur le l'EOS R3. On reste appuyé et on voit le point orange qui du coup rétrécit comme s'il s'éloignait, et donc on doit le fixer, le temps qu'il s'éloigne et que ce soit fait. Après on va avoir un point en bas, au milieu, un point en haut au milieu, je sais plus si c'est ce ordre là mais on s'en fout, un point à gauche, un point à droite. Donc on fait ces 5 points là, et il nous dit ok c'est fait, maintenant pour affiner ce réglage, vous pouvez du coup le refaire ou le faire dans d'autres conditions de luminosité, parce qu'apparemment la luminosité va impacter, et vous pouvez le faire également verticalement. Du coup il nous propose hein, si on veut le faire verticalement, moi je m'en foutais verticalement, en tout je l'ai fait 3 fois dans les mêmes conditions lumineuses avec mon œil pour essayer de répéter le truc un peu comme on fait avec le capteur d'empreinte hein, sur un smartphone. Quand même il marche pas très bien, donc je l'ai fait 3 fois. Et je l'ai testé, donc là on était encore dans l'entrée, le sas d'entrée du gymnase, hein, on n'était pas encore entré dans la salle de hand, hein, on était arrivé un peu en avance, et du coup j'ai fait ça, en fait il y avait pas grand chose à voir, il y avait un escalier et quelques colonnes avec la baie vitrée sur le côté, et sur une des colonnes il y avait un petit panneau, je sais plus, pour interdiction de fumer, une merde comme ça. Donc du coup moi je regardais, ok, donc je voyais bien mon point rouge, hein, après ça du coup avec ce eye control, je voyais bien mon point rouge, et par contre je trouvais que voilà il était pas hyper précis, quand j'allais sur le panneau ça allait bien, mais dès que je me décalais un peu l'autofocus, je comprenais pas trop forcément ce qu'il y avait, mais il fallait dire aussi que j'étais dans des conditions où il y avait rien à voir en fait, il y avait pas de sujet, c'était pas très intéressant, donc ouais, c'était pas, j'étais vraiment pas convaincu. J'ai fait le truc, je me suis dit waouh, c'est pas très précis, il arrive pas à choper le truc que je voudrais qu'il chope, vraiment je suis pas convaincu. Bon, on va dans la salle, ils commencent leur match de fin d'entraînement, et du coup en fait l'idée c'était de faire des photos moi avec le EOS R6 avec exactement le même objectif, et quand Damien avait le EOS R3, et du coup de comparer un peu niveau facilité, nos ressentis, niveau autofocus, niveau est-ce qu'on arrivait à choper la personne qu'on voulait. Donc du hand hein, en match, je crois qu'ils étaient bien en 7 contre 7, hein, donc beaucoup de monde sur le terrain, beaucoup de visages, beaucoup de personnes avec du coup des choses qui passent devant le ballon, etc. Et ça va assez vite hein, le hand, hein, même au niveau amateur, et du coup bah, c'est compliqué, hein, c'est très compliqué, c'est genre le truc où en plus en intérieur avec des lumières de merde, et j'y viendrai après, lumière mixée blanche orange avec du coup du bending en veux-tu en voilà, je vous en parle après. Donc vraiment les conditions les plus pourries possibles, donc parfait pour ce qu'on veut pour tester ce EOS R3. Et donc moi je faisais on faisait les photos, etc. Moi je voyais quand même que je galérais beaucoup avec les EOS R6, très compliqué hein, du coup qui prennent la bonne personne, le bon porteur de balle. J'ai eu beaucoup de mal, et souvent juste après l'action on se parlait avec Damien, il me disait bah écoute moi aucun souci, il me montrait, vous savez on voit sur les écrans où était fait l'autofocus, moi des fois pas d'autofocus dans les choux,
ou potentiellement l'ensemble du joueur. Lui, il arrivait très rapidement, enfin c'était quand moi j'avais que l'ensemble du joueur, lui il avait l'œil très précis, sans aucun souci, quoi. Et du coup, donc déjà là, ça se voyait qu'il y avait une différence. Mais après, on a fait un échange, et c'est là où je peux vraiment vous donner mon ressenti. Donc il m'a repassé mon profil, ce que je vous ai pas dit avant, c'est quand on fait tout l'étalonnage, du coup, on rentre cet étalonnage dans un profil, je sais plus combien il y en a en tout, mais il y en a un paquet, et en fait, du coup, ça permet à plusieurs photographes de l'utiliser, et aussi, si comme moi, des fois, vous enlevez vos lunettes, vous pouvez créer un profil avec lunettes, un profil sans lunettes, et du coup, avoir plusieurs profils que vous pouvez renommer, etc. Donc du coup, il me remet sur mon profil à moi suite à l'étalonnage qu'on avait fait dans le couloir, je prends le machin, et je commence à essayer ça. Bon, au début, on est un peu, au tout début, hein, c'est un peu bizarre, parce que du coup, voilà, c'est vraiment où on regarde que de suite le point va dessus, et en fait, le point orange va dessus, et par contre, pour valider la sélection, on va appuyer, hein, faire la mise au point avec le bouton. Et là, pouf, il va passer le cadre sur le cercle orange où on était, passer le cadre sur ce sujet-là, le passer en bleu parce qu'on a F continu, et on va pouvoir shooter en appuyant sur le déclencheur. Et là où c'est la magie de Canon, très clairement, c'est que ce que je trouvais pas précis dans le couloir, parce que j'avais pas de sujet, là, avec des sujets qui reconnaissent, ça change tout. En fait, ce Canon-là est capable directement, quand on prend le point d'autofocus du coup avec l'œil, mais ça aurait été pareil si on avait fait avec le doigt, comme je peux faire sur mon écran tactile ici. Donc si par exemple, je vois la personne passer, elle vient de prendre le ballon et elle va de l'autre côté, donc elle s'éloigne de moi, donc je vois ses fesses, je vois ses fesses, je vois ses fesses sous son dos, je mets mon œil sur ses fesses sous son dos, le boîtier directement va faire le cadre sur ce dos, mais automatiquement, dès qu'il va voir le visage, foot, il va passer au-dessus. Et plus que ça, même si je suis un peu à côté, que je suis pas très précis, si vous voyez, je suis un peu sur le bord de la personne, un peu sur l'épaule, etc., lui, il va voir que c'est la personne en question, que c'est ce sujet-là, et directement, il va prendre ce sujet-là, le visage de ce sujet-là, potentiellement les yeux de ce sujet-là s'il les voit, et donc à ce niveau-là, l'autofocus est redoutable. Il est bien meilleur que sur les OCR6, vraiment, ce mélange de je comprends le sujet que tu veux, même si t'es un peu à côté, je prends ce sujet-là, en plus, sur ce sujet-là, je comprends que c'est un sujet humain, donc je vais prendre plutôt le visage, et même si je vois l'œil, je vais prendre plutôt l'œil. C'est redoutable. C'est vraiment redoutable. C'est au point qu'en 1 minute, déjà, j'avais vu la différence. J'étais là, mais en fait, je fais l'autofocus sur ce que je veux. J'ai 3 joueurs un peu collés qui sont en train de se battre un peu sur le ballon, ou qui 2 défenseurs avec un mec qui a la balle et qui va pour le passer à quelqu'un d'autre. Je mets avec l'œil, je regarde le mec qui a le ballon, et directement, mon autofocus fait sur le mec qui a le ballon. Si je veux changer, c'est instantané. Je regarde le mec à côté, j'appuie sur mon bouton de déclenchement juste pour faire la mise au point, et j'ai la mise au point sur ce mec-là. C'est redoutable. Et le tracking est redoutable. Vraiment, c'est impressionnant. Et donc, voilà, ça marche. Ça marche vraiment. C'est pas du tout du gadget. Moi, j'étais là, très clairement, j'étais très sceptique. En 5 minutes d'utilisation, parce que c'est grosso merdo ce que j'ai pu l'utiliser, j'étais convaincu. Mais convaincu. C'était même en 30 secondes d'utilisation, j'ai fait, ah ouais, quand même. Au bout d'une minute, j'ai fait, non, mais ok, c'est la folie. C'est vraiment la folie. C'est une révolution pour moi. Dans le monde du sport, de l'action, ce truc-là va devenir du standard sur les hauts de gamme, et je pense petit à petit, ça va descendre sur nos boîtiers à nous. On en parle après. Mais du coup, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et en plus de ça, à côté de ça, alors, c'est impressionnant, et je vais vous dire à quel point c'est impressionnant. C'est impressionnant qu'au bout de 5 minutes où je l'avais moi dans les mains, et du coup, Damien avait pris les OCR6 pour comparer, lui il me disait, mais qu'est-ce qu'il est lent, c'est pas possible, j'y arrive pas. Et moi je disais, je confirme, qu'est-ce qu'il est rapide, le OCR3, je suis halluciné. Et quand j'ai repris les OCR6 au bout de 5 minutes, hein, et sachant que moi je suis un mec qui met plutôt beaucoup de temps à m'adapter à quelque chose, j'essayais de faire l'eye control avec mon EOS R6, et j'ai été perdu pendant 1 minute parce que j'arrivais pas à faire l'eye control avec l'EOS R6. Et c'est à ce point-là, En 5 minutes d'utilisation, je voulais cette technologie dans mon boîtier classique que j'ai depuis 1 an et demi et dont je me sers tout le temps. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est fort. C'est pas du tout gadget. Alors, est-ce que ça va servir pour la photo de paysage? Évidemment que non. Pour la photo animalière, par contre, ça peut être vraiment ultra utile quand on sait pas où un animal va sortir, s'il sort de l'eau, s'il va décoller dans l'endroit, etc. Je pense pour essayer de choper un oiseau au vol, c'est redoutable aussi. Pour du paysage, clairement, aucun intérêt. Pour du portrait,
aucun intérêt, du portrait en studio, etc. Mais pour du sport, pour de l'action, surtout du sport de l'action, il y a beaucoup de monde, des matchs de foot, de handball, de futsal, de trucs où en plus on va être sur des endroits, des surfaces un peu étriquées, on va avoir beaucoup de joueurs rapprochés au même endroit, mais c'est redoutable, c'est clairement le futur, et clairement tous les autres vont devoir s'adapter. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est évident, il va y avoir un avant-après cette technologie. Alors je sais qu'elle a existé dans le passé et qu'elle n'avait pas pris, mais là aujourd'hui, moi de ce que j'ai vu, très clairement, c'est le futur, c'est le futur. Si vous faites de la photo d'action, que vous êtes un pro, vous voulez ça, je vous le dis, vous voulez ça, c'est hallucinant. Et donc il y a cet aspect autofocus qui est absolument magnifique, mais en plus de ça, donc je vous parlais de la lumière merdique. Et donc il y a plusieurs choses. Déjà, du coup, lumière merdique. Donc lumière merdique, moi j'étais en shutter mécanique comme je suis habitué à avoir parce que le shutter électronique, je m'en méfie comme pas possible, en particulier en intérieur. Et du coup, vu que lui était en shutter électronique avec l'EOS R3, donc il était à 30 images par seconde, je crois. Moi du coup, on a essayé de le mettre en shutter électronique pour voir ce que ça donnait, pour monter à 20 images par seconde. On peut pas avoir du coup la correction, la correction du bending. On n'a pas cette option-là d'activable du coup avec l'EOS R6. Il n'est pas capable de faire ça. On est en shutter électronique. Et du coup, c'est la fête du slip avec ces éclairages merdiques. On a du bending pas possible. D'accord? Je vous fais défiler les photos. Là, vous en rendez bien compte, c'est dégueulasse. Donc, l'obturateur électronique est complètement inutilisable dans ces conditions-là pour moi, avec l'EOS R6, dans ces conditions dans lesquelles on était. À côté de ça, Damien, lui, était avec son shutter électronique, avec du coup sa correction de bending, il y a une option pour ça qui est mise dedans, et il avait aucun problème. Ces images étaient nickel, il y avait strictement aucun souci. Du coup, avec le shutter mécanique, j'étais à 12 images par seconde, et quand Damien était à 31, et un truc que je peux vous dire aussi à l'usage, c'est que évidemment du coup c'est beaucoup plus impressionnant au niveau photo, le brrr du shutter électronique à 30 fps. Il était peut-être pas à 30, voyez sa vidéo et sûrement il lui dira lui, mais il était à plus que moi, ça c'est sûr. Et un truc que j'ai vraiment vu, c'est vous savez sur l'EOS R6 on a un peu de blackout, c'est pas énorme par rapport à ce que j'ai pu avoir sur d'autres boîtiers avant, c'est vraiment très correct, mais ce blackout là, ce petit blackout là, donc le blackout c'est vous savez l'écran qui devient noir entre chaque photo qu'on prend, donc en rafale ça fait photo un peu noir, enfin ce qu'on voit, le sujet un peu noir, c'est très rapide, mais il n'empêche que comparé à l'EOS R3 qui n'a aucun blackout et qui lui du coup quand on prend la photo, on a un cadre du coup blanc qui se met autour de la photo et qui clignote comme notre truc noir, mais qui du coup lui fait qu'on a tout le temps l'image dans le viseur, et ben je peux vous dire qu'il y a une sacrée différence. Et en plus de ça, moi selon mes rafales, j'avais je vais me mettre en rafale pour vous rappeler un peu en I+1, moi j'étais en rafale maximale et lui aussi. Voilà, ça, donc le fait de bouger pour suivre le joueur, le fait que j'ai du coup le blackout et en plus que je sois sur le R6 et qui mine de rien ralentit un peu dès qu'on commence à être exigeant avec lui et qu'on commence à faire de la rafale rapide comme ça. Moi, juste après avoir eu le EOS R3, je trouvais que c'était laggy. Je trouvais que ce que je voyais dans le viseur, alors qu'il est très bon et que c'est déjà excellent, je trouvais que vraiment la différence, ça faisait vieil appareil par rapport à ce que je venais d'avoir avec l'EOS R3. L'EOS R3, c'est l'image ultra fluide, le clic avec le petit cadre autour, on voit parfaitement ce qu'on fait, etc. C'est super propre. Le clic, le bruit du shutter du coup électronique, c'est un bruit numérique, c'est un bruit, voilà, c'est un petit haut-parleur qui sort. Il est très bon, il est très agréable. Et je vous dis, à l'usage, j'avais l'impression de passer sur, mais je sais pas, d'avoir 10 ans d'écart entre ce que moi je voyais dans mon EOS R6, la lenteur, le blackout, etc. et ce que j'avais eu juste avant avec l'EOS R3, c'est très impressionnant. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près tout de ce que je voulais vous dire. Je vérifie ça. Punaise, j'ai eu l'enregistrement qui s'est arrêté, donc ça veut dire que ça fait plus de 28 minutes que je parle, donc finalement vidéo pas si courte que ça. Voilà, comme d'habitude, je pars dans tous les sens. Du coup, j'ai fait le tour, quand même j'ai fait le tour, j'en ai fini pour moi mon utilisation que j'ai pu avoir. Je vous dis donc utilisation très courte, très ponctuelle, mais qui m'a complètement convaincu sur cette technologie-là. Donc désolé de pas vous avoir montré d'image du boîtier, de l'écran, etc. comme je fais d'habitude, mais vous l'avez compris, c'est juste une prise en main très rapide que j'ai eue. Mais pour autant, je voulais vraiment vous faire la vidéo. Je pensais pas du tout. J'avais fait une vidéo, je pensais tester vite fait que Damien me fasse tester et puis voir comment ça marchait et puis voilà. J'ai été tellement convaincu que vraiment je me suis dit il faut vraiment que je leur dise que voilà, c'est pas de la blague, moi qui pensais que c'était de la blague, c'est pas du tout gadget, ça marche vraiment. Et si je conclue, pour moi ce boîtier est une révolution dans le monde de la photo d'action. Je pense vraiment qu'il va y avoir un avant et un après EOS R3, même si je sais qu'avant cette technologie a déjà eu lieu et a pas forcément prise, mais aujourd'hui c'est complètement au point, j'en suis complètement convaincu. En 5 minutes d'utilisation, au
point que j'avais envie de la réutiliser sur mon EOS R6, donc c'est bien que ça marche, hein, quand c'est aussi naturel, que ça marche aussi bien. Ça marche complètement. Je pense que les concurrents vont très vite être obligés de faire pareil sur leur boîtier d'action. Ils vont pas avoir le choix, hein, très clairement la concurrence va devoir s'adapter parce que voilà, il y a une telle différence de facilité de choisir son sujet, hein, avec ce boîtier là. C'est juste complètement fou. Bravo Canon. Bravo Canon, voilà, c'est vraiment ça montre à quel point ils continuent d'innover. Vous savez, hein, je pèse beaucoup sur Canon, hein, pas de mode A, AV, TV, donc A ou S en vidéo sur les EOS R6, c'est scandaleux, c'est complètement scandaleux. Je trouve ça débile de pas avoir mis un HDMI plein format, par exemple dans ce EOS R3. Il y a plein de choses qui vont pas chez Canon très clairement, mais à côté de ça, punaise, je vous l'ai déjà dit sur mes objectifs, hein, je trouve que niveau objectif quand même, hein, ils innovent quand même de ouf, hein, niveau compacité, à quoi ils pensent, etc. Et là, sur cette technologie-là, il n'y a pas photo. Cette innovation est complètement dingue. Franchement, c'est très très bien Canon. Continuez comme ça. Voilà, ça c'est le genre de truc qu'on veut voir, de l'innovation, de la technologie qui marche et qui sert vraiment aux photographes et qui, voilà, met un coup de pied dans la fourmilière, fait que la concurrence va devoir se bouger le cul, fait que petit à petit ça va devenir normal et que ça va tirer vers le prix vers le bas. Et moi, c'est une des raisons pourquoi ça m'intéresse, hein, c'est que cette technologie-là, alors certainement pas dans un futur proche, mais à terme risque d'arriver, de ruisseler, hein, de ce boîtier très haut de gamme vers des boîtiers moins haut de gamme, et espérons que peut-être sur un R6 Mark III, R6 Mark IV, on aura cette technologie directement disponible pour un prix correct. Donc voilà, moi j'espère ça évidemment. C'est pas pour tout de suite, clairement, ils vont protéger, hein, ça c'est tous les constructeurs, en particulier Canon, ils vont protéger, hein, leur haut de gamme, hein, pendant un petit moment, mais c'est très bien, c'est très bien cette technologie. C'est vraiment, je vous dis, c'est une petite révolution pour moi. Donc ce boîtier n'est évidemment pas pour moi. Pourquoi? Parce que beaucoup trop cher, hein, 6 000 €. Donc 6 000 € c'est très cher en soi, mais quand on compare par exemple, hein, au 1DX Mark II, je crois, alors ça je vous dis de mémoire parce que je suis nul en réflexe, hein, ça m'a jamais intéressé et ça m'intéressera jamais, le 1DX Mark II, si je dis pas de bêtises, sort à 10 000 €, un truc comme ça. Là on est sur du 6 000 €, donc c'est quand même vraiment beaucoup moins cher pour un boîtier qui se veut remplacer le 1DX et qui a quand même une vraie technologie qu'on voit nulle part ailleurs, qui a quand même une vraie technologie complètement dingue, sachant qu'à côté de ça, je vous ai dit, hein, il chauffe pas, apparemment 4K 120 il chauffe pas, voilà, enfin il y a beaucoup de choses qui font que c'est un vrai concurrent, par exemple d'A11. Alors certes avec moins de millions de pixels, hein, on a que 24 mégapixels, sachant que le 1DX était à 20 millions de pixels, hein, si je dis pas de bêtises, le 1DX Mark II. Donc voilà, moi c'est pas quelque chose qui me choque, mais c'est vrai que pour un photographe peut-être animalier qui voudrait pouvoir recropper, hein, dans ses photos, c'est embêtant de pas avoir plus de mégapixels. Mais bon, à côté de ça, voilà, c'est appareil pour de l'action, du sport co, de l'animalier, voilà, ça reste une merveille, et à mon avis les pros aujourd'hui, c'est vers ça qu'il faut aller. Très clairement, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, et je le redis, c'est pas du tout gadget, hein, ce eye control, c'est une vraie révolution pour moi, et bravo Canon. Vraiment, voilà, bravo Canon. Et moi, je vais en rester là. Alors juste quand même, j'ai oublié de vous dire la petite précision, je pense évidemment, j'ai pas fait le test, hein, et je crois que Damien n'a pas fait le test non plus, mais évidemment que la limitation quand même, si vous êtes par exemple photographe animalier ou de sport en extérieur, hein, en plein soleil comme chez nous, hein, dans le sud de la France, si vous êtes habitué, hein, moi c'est le cas en rando et tout, je photographie avec mes lunettes de soleil, là à mon avis, l'eye control avec des lunettes de soleil catégorie 3 bien opaques, je doute fort qu'il marche des masses. Alors si quelqu'un a pu le tester, dites-moi, hein, mais à mon avis, encore plus si vous avez des verres polarisants ou quoi, je pense que c'est fait du slip, mais je pense que voilà, si vous, votre pratique c'est tout le temps des lunettes de soleil vissées sur les yeux, je pense que du coup voilà, l'eye control n'est clairement pas pour vous. Par contre, tout ce qui est en intérieur, déjà, allez-y franco, je vous ai dit en plus, l'anti-flickering marche de fou, la rafale super, le suivi, pas de blackout, etc., l'écran hyper fluide, enfin voilà. Il y a, si vous êtes photographe de sport d'intérieur, de sport co en intérieur, cet EOS R3 est juste imbattable à mon avis aujourd'hui, tout simplement. Voilà, je vais pas en dire tellement plus, que la vidéo est déjà très longue manifestement. Je vous remercie de l'avoir regardé, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager, ça fait du bien à la vidéo et à la chaîne. Merci à ceux qui le feront, ça soutient le travail. N'hésitez pas également à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui vont sortir sur les aspects photo, vidéo, des boîtiers, des objectifs, des choses comme ça. J'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, à les faire dans la section prévue pour ça, hein, c'est vraiment là pour ça. Je réponds à tout le monde. Par contre, voilà, me posez pas des questions ultra pointues sur le boîtier en lui-même, hein, des trucs dans les menus, etc. J'en ai aucune idée. Posez-moi des questions sur cet usage très court que j'en ai eu très précis. Si j'ai oublié quelque chose, si vous voyez pas comment fonctionne quelque chose, demandez-moi, je vous l'expliciterai en commentaire. Et pour tout ce qui est tout le reste, hein, tout l'aspect très précis, très détaillé de tout, hein, qualité photo, qualité vidéo, stabilisation, tout ça, hein, autofocus, vraiment
tout très précis. Allez voir, je vous rappelle, la vidéo de Damien, elle est disponible en Feixiao en description ci-dessous. Voilà, comme d'habitude, ça va être un test carré chez Damien, allez voir ça. Et encore un grand merci à lui, évidemment, de m'avoir permis de tester cette nouvelle technologie, hein, que sans lui, j'aurais clairement pas pu tester. Et merci également à ceux qui nous ont accueillis en Inde, hein, et qui du coup, ils nous ont permis de faire cette petite séance là-bas. Voilà, merci à tous, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse là, je vous souhaite de faire de belles photos, de belles vidéos d'ici la prochaine vidéo. Et voilà, d'ici là, faites-vous plaisir. Allez, salut!